Bonjour. J'aime pas la provocation, hein, Zoupette, vraiment. Il y a les jours où... La décence. Hein? Qu'est-ce qui est indécent? Vous voulez que je dise bonjour à Pamela? Dites bonjour à Pamela. Donc, c'était un père bonbon. Vous tombez sur moi. Charles Amel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu Pamela Fomen et Dominique Audrey ce matin? Vous les avez vus, Charles Amel? Je vais. Ok. Elle vous envoie au choc tout le temps. Mais on doit dire bon, merci à Charles Amel, franchement, merci parce que il nous met à l'abri, même si quelquefois on est voilà, ouais, ce qui arrive arrive. Au moins on est prévenu 1000 fois à l'avance. Donc, On tient des meetings, oui. Vous Zoupette à la Non, tête. non, 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 non. Parce que moi, Non, c'est ça, il faut dire que c'est ça. Non, 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 Vendredi. non. Vendredi. Ils reviendront. Vendredi. Non, 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 parce que Charles non, Amel vous a pris. bien longtemps, on en a parlé de ça. Il a évoqué ça, même dans des endroits les plus indiqués, il a reparlé de ça. Donc, ça veut dire que si on était assez conscient, on ne se serait pas Non, mais c'est retrouvé. pas une tienne, ce discours. Non, 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 franchement. Non, moi je Zoupette, sais. vous êtes une vipère. Je dis, je dis merci au directeur des programmes parce que voilà, il fait un boulot Vous exceptionnel. êtes une vipère, Isabelle. Quand je finis de dire ça, bonjour Nadine. Oui, c'est la créature de cette émission, donc permettez-moi de lui dire bonjour. Bonjour à vous qui nous regardez à la maison ce matin. C'est vrai que le réveil n'est pas évident. Il pleut actuellement sous le ciel de Douala. On ne sait pas ce qu'il en est des autres villes. Dans tous les cas, si vous êtes ici et tenez à vaquer à vos occupations, habillez-vous comme il faut, acclimatez-vous parce que c'est hyper important. 10-12, le Zénith démarre à l'instant. Les rubriques restent les mêmes, les contenus sont tout de même différents, ça au moins vous le savez. Et si vous nous regardez pour la première fois, vous vous installez, vous ne zappez surtout pas, donc éloignez-vous de la télécommande, rapprochez-vous de la télé et ensemble, allons savoir ce qu'elle nous réserve ce matin. L'histoire du jour, Dominique Audrey. Bonjour Isabelle Carole, Bonjour. bonjour aux téléspectateurs. C'est l'histoire d'un frère qui est raconté par son frère. Nous vivons en Occident, mon petit frère et moi. Lors d'un passage au pays, on a fait la connaissance, du moins mon frère, a fait la connaissance d'une fille. Il a été très intéressé et ils ont quelque peu flirté ensemble. Il a présenté la fille à notre maman qui a validé sous réserve d'une gambie, entre guillemets. Plus tard, elle a dit que tout était correct. Elle n'a pas de souci pour le mariage. Entre-temps, la fille a présenté mon petit frère à sa mère et elle aussi a fait les recherches de son côté et elle a dit qu'elle était OK. Je précise que mon père ne vit plus et que le père de la fille vit. Mon petit frère a donc entrepris les papiers pour que la fille voyage et ces papiers sont sur le point d'aboutir. Maman aussi entre-temps est en chemin pour venir en Occident où elle passera un bon bout de temps. Mon petit frère et sa fiancée projettent de se marier une fois que la fille arrivera. La date du mariage a même déjà été fixée. Ma famille demandant donc qu'on aille toquer à la porte et faire le nécessaire pour la dot de la fille avant son mariage, mais la fille s'interpose. Elle dit que son père est très bavard et racontera à qui veut l'entendre au quartier, dans la famille, à ses connaissances et tout le monde, que sa fille va se marier avec un benguiste, qu'elle va voyager bientôt, disant que ça va l'exposer et qu'elle souhaite que tout soit fait après qu'elle soit arrivée en Occident. Genre, aussitôt qu'elle arrive, on entreprend les démarches coutumières pour le mariage. La date du mariage ici est calée, mais ma mère dit qu'elle ne peut pas épouser l'enfant d'autrui sans avoir vu ses parents. La fille dit qu'elle n'a pas de problème à ce qu'on voit ses parents, mais elle supplie d'attendre qu'elle voyage d'abord ou alors, lorsque son visa sortira, on va là-bas et aussitôt elle voyage. Or, la venue de ma mère est imminente. Elle voulait voir les parents avant de venir, mais la fille supplie de patienter car ça pourra l'exposer. Son visa sortira dans les prochains mois. Entre-temps, ma mère sera déjà ici en Occident et le mariage est déjà programmé. La publication des bancs faite. Comment gérer une situation pareille, mon petit frère? À 34 ans, sa fiancée, entre guillemets, en a 28. Ma mère a également discuté avec la mère de la fille sur cette possibilité. Elle dit que son mari est très bizarre et il pourrait même chasser les gens si les parents de mon frère ne sont pas présents. La preuve, pour la petite histoire, la grande sœur de la fiancée de mon frère devait se marier et on a fixé le jour du toqué-porte. Ce jour, le beau-père de la sœur était malade et a envoyé sa femme et ses frères à lui. Son père les a chassés en exigeant la présence de son père. Voilà un peu la situation, d'où mon recours à vous pour nous aider à trouver une solution à ce problème.
C'est bon, c'est fini. On n'est pas à la ligne de micro. Vous n'êtes pas... Ok. Non, d'accord. Ok, ça va. Isabelle Carole. C'est un jeune homme qui a rencontré une jeune fille et il veut épouser la fille. Il a, comme lui vit à l'étranger, il a engagé les procédures pour faire les papiers à la fille. Donc, dès que ça sort, elle arrive en novembre à l'étranger et ils vont se marier. La publication des bancs a déjà été faite. De l'autre côté? Oui. La fille dit donc à son gars que je suis d'accord pour venir, je suis d'accord pour le mariage, mais je ne voudrais pas que vous veniez demander ma main, tant que je suis encore au Cameroun, parce que mon père, c'est un bavard. Dès le moment où vous viendrez, après votre départ, tout le quartier sera au courant que je vais épouser un benguiste, que je vais. Je ne voudrais pas être exposée, je ne voudrais pas que ma vie soit exposée. Donc, attendez que je voyage d'abord et venez demander ma main ensuite. Donc, la mère du garçon dit qu'elle n'est pas d'accord parce qu'elle ne peut pas accepter d'aller célébrer un mariage là-bas à l'étranger sans avoir vu les parents de la fille ici au préalable. Et maintenant, le frère fait savoir que le papa de la fille est très exigeant en ce qui concerne, disons, la tradition. Il a repoussé le mariage de sa grande sœur parce que le papa du mari de sa sœur était tombé malade. Il avait envoyé ses frères et tout. Le papa a dit, tant que votre père n'est pas là, je ne peux pas vous donner ma fille en mariage. Donc, voilà un peu la situation. La fille dit non, attendez d'abord que je voyage. La mère du garçon dit, je ne peux pas voyager sans avoir vu les parents. Donc, voilà un peu la situation. Comment trancher? Pamela Foma, est-ce que la question devrait se poser par rapport à une telle femme qui met des barrières pour qu'on ne rencontre pas ses parents? Même si le père est bavard, est-ce qu'on a besoin d'arriver à interdire aux prétendants? Parce que même s'il est bavard, il finira toujours par être bavard, il finira toujours par informer le quartier, qu'il y ait d'autres ou pas. Forcément, elle ne dira pas qu'elle ira sans dire à son père. Je pense que cette jeune fille cache quelque chose. Ce n'est pas seulement le fait que son père soit bavard. Je pense que ce genre de projet, vraiment, il n'y a pas mieux que la bénédiction des parents en ce moment. Ton père ne doit pas être au pays, tu décides d'aller te marier de l'autre côté. Sur quoi tu précises même que c'est quand tu seras là-bas qu'on doit informer ton père parce que ton père est bavard. Non. Quand même, à un moment donné, ça ne peut pas se faire. Et puis moi, je suis d'accord avec sa belle-mère ou alors sa future belle-mère qui dit que jamais, je ne pourrais pas laisser tes parents ici au Cameroun pour aller célébrer un mariage de l'autre côté. Pourtant, tes parents sont ici. C'est normal pour une femme, pour une mère qui veut vraiment que les choses se passent bien. Parce que je suis sûre que cette fille cache quelque chose. Je ne sais pas, peut-être elle a été dotée autrefois, ou bien elle a eu un autre amant que son père connaît, ou bien elle a traité une autre relation. Et justement, elle est complice avec sa mère. Et elle ne veut pas que son père soit au courant de cela. Pour moi, ce n'est pas normal. Le parent, que ce soit le père ou la mère, c'est la personne chez qui on prend des bénédictions quand on veut faire quoi que ce soit. Mieux encore, un voyage. Donc, la jeune fille, si je suis à la place de sa future belle-mère, je vais vraiment aller rencontrer le père de cette fille et lui expliquer que voilà, votre fille est en train. En tout cas, je vais tout expliquer et lui dire que ça doit rester dans la famille, qu'il n'en parle à personne en dehors de ceux qui connaissent déjà l'affaire. Maintenant, si l'homme ou alors le père de la fille décide d'aller raconter à d'autres personnes, ça c'est risque et péril, mais le père de la fille doit savoir que sa fille est en train d'aller en mariage, c'est normal. Il n'y a rien à cacher à cela, c'est pas, je veux dire, c'est pas un crime, c'est pas quelque chose de mauvais. Si votre fille part en mariage, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais elle se dit peut-être qu'elle est dans un, j'ai pas envie de dire mauvais quartier, mais un environnement un tout petit peu impur, et où ça va hyper vite, c'est-à-dire que dès qu'on saura que voilà, il y a Pamela qui est en train de partir là, peut-être que des gens essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être que c'est ce qu'elle craint. La personne qui veut vous faire du mal vous fera du mal, n'importe où vous serez. Si la personne vous fait du mal, elle vous fera du mal, que vous soyez du côté de l'Occident, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au village. Si elle est décidée à ce que, on a vu des Camerounais qui vivent du côté de l'Europe, qui viennent ici, à peine sont venus, on finit avec eux. Donc ça veut dire qu'il y a une manière, si on veut terminer avec vous. Le prétexte, ce n'est pas que non, parce que Pamela va voyager dans 2 semaines, qu'il va falloir qu'on termine avec sa vie pour qu'elle ne voyage pas. Qu'est-ce que ça change?
Au moins, si ça vient de votre père, il y a quoi? Oui. Si ça vient de votre père, parce que vous lui aurez dit, d'accord, papa, je me marie dans tel nombre de temps, excuse-moi du retard, mais s'il te plaît, pour faire que ça reste entre familles. Vraiment, quand vous lui aurez dit cela, qu'est-ce que ça va changer? Si vous avez le billet d'avion, si vous avez les papiers, si vous avez, qu'est-ce que ça va changer? Moi, il n'y a pas de mal à cela qu'elle dise la vérité à son père avant de partir. Il ne faudrait pas qu'elle parte là-bas et qu'on appelle le père pour lui dire, le père dit que je ne te donne pas ma bénédiction. Tu te maries sans la bénédiction de ton père ou de ta mère, c'est un mariage voie à l'échec. Tu vas passer de mal en pire, ça ne sert à rien. Il faut prendre la bénédiction de ton parent avant de voyager. Dominique Audrey, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette histoire? C'est-à-dire que ce n'est pas simple. Du genre, mon père est trop bavard. C'est trop léger ça comme argument. C'est léger, mais peut-être qu'il n'y a que ça. Ça dépend de la famille dans laquelle elle vit. Est-ce consciemment ou... Parce qu'on peut faire le toqué porte et le même soir, vous allez rester dans un meublé, par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment être à l'abri de certains types d'intempéries que vous seul vous maîtrisez, vous pouvez le même soir, dès que la dot de toqué porte ou la dot s'achève là, vous repartez. C'est-à-dire le temps qu'il commence à dispatcher l'information, vous n'êtes plus sous le regard des autres. C'est ce que j'ai dit au frère du fiancé en disant que vous ne pouvez pas, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas partir sans que ce papa ne soit au courant. Maintenant, il y a des façons intelligentes de contourner. Vous n'êtes pas obligé de dire à votre père que votre visa sortira imminemment. Vous n'êtes pas obligé de lui donner la date exacte de votre départ pour que même si il décide de divulguer, l'information qu'il divulguera ne sera pas la vraie. Et si, comme dans votre tête, vous pensez qu'il y aurait des gens qui pourraient être susceptibles d'avoir envie de vous faire du mal, ces personnes n'auraient pas la vraie information. Mais déjà, ce sera vraiment blessant et humiliant de faire ce genre de choses à votre père. Et maintenant, même que votre mère le sait, elle aurait déjà pu commencer à parler à son mari en lui disant, voilà, Nadine est en train de, avec son gars que tu connais là, voilà, ils ont l'intention de se marier et tout, je te dis, ça fait comme si tu n'es pas au courant en attendant qu'elle arrive. Sa mère aurait pu parler avec elle. Mais déjà, présenter cette image de votre père à votre conjoint, ce n'est pas bon du tout. Vous n'avez pas à dire à votre partenaire, à votre conjoint que, comme tu vois là... Est-ce que ce n'est pas aussi ça la vie de couple? C'est-à-dire que la sincérité, pouvoir tout partager aussi, se dire des vérités, faire état des lieux de sa famille et que ce soit peut-être vice-versa, chacun vit de son sac. Oui, on doit être sincère, mais vous ne présentez pas les faiblesses de votre parent. Quand elle dit « mon père est trop bavard », toute la famille de son fiancé aujourd'hui, puisque ce n'est même pas le fiancé qui écrit, oui. C'est le frère du fiancé qui écrit en disant « son père est trop bavard », c'est rabaissant. C'est un peu humiliant de présenter votre papa de cette façon, parce que lorsqu'on viendra même demander votre main, ce qu'on dira, c'est son père là-bas, c'est le bavard là-bas. Il est déjà en train de bavarder. Il bavarde à tel sujet. Oh, ton père, qui ignore ton père ici dans le quartier, qui ignore ton père dans la famille, qui ignore ton père, celui-là qui ne peut pas fermer sa bouche, qui ne tient pas sa langue. C'est cette image que vous avez présentée de votre papa qui n'est pas reluisante du tout. Il y a d'autres tournures langagières pour pouvoir dire que je n'ai pas envie que mon père sache parce qu'il ne pourra pas garder le secret. Dans la joie, il aura envie de dire à tout le monde. Oui, votre papa peut-être se sentira fier d'avoir une fille qui, entre guillemets, pourrait avoir ce qu'on estime être une réussite, rencontrer quelqu'un qui vit à l'étranger, qui aurait eu envie. Mais comment vous faites pour organiser votre mariage à l'étranger sans que vos parents ne soient au courant? On vous dit que les banques sont déjà publiées. Comment le jeune homme fait pour arriver à ça? C'est-à-dire que même si la jeune fille estime qu'il y a des choses qu'elle ne pourrait partager avec sa famille maintenant, comment le jeune homme fait pour faire une publication de banque avec le nom de la fille de quelqu'un, une famille dans laquelle il reste jusqu'ici inconnu? Moi, je ne sais pas. C'est la fille qui lui a donné l'aval. Oui, mais elle a déjà fait les papiers. Les papiers, elle attend son visa qui sortira imminemment. Je crois que ces enfants doivent s'en tenir au conseil de leur mère. Votre mère peut aller se présenter et dire qu'elle pourrait ne pas être présente pour la dot parce qu'elle s'en va déjà. Ou alors vous laissez votre mère faire la dot. Il y a des dots où on n'est pas obligé d'être là, je crois. N'est-ce pas? Oui, mais le principe veut que vous soyez là. Le principe, mais si elle a tant peur que cela,
Ou alors elle a peur qu'un de ses fiancés, un de ses chéris ne débarque et ne vienne l'enlever, ne vienne dire « moi je suis contre ce mariage, elle ne peut pas épouser tel gars alors qu'elle m'a promis qu'elle m'aimerait, elle m'a promis qu'on se marierait, comment est-ce qu'elle peut se marier alors qu'on est en couple, on est dans une relation ?» Peut-être c'est ça son inquiétude, je n'en suis pas sûre, mais en tenez-vous à ce que votre mère vous dit. Les normes et les règles voudraient que les choses se passent bien. Vous dites que vos parents ont fait le Ngambi, les deux parents ont fait le Ngambi et que ça semble être favorable pour vous, alors vous n'avez pas de crainte à avoir. Croyez en ce que vos parents vous disent et organisez votre mariage selon les normes. Rien ne presse en réalité. Rien ne presse. Vous ne pouvez pas dire une fille n'est même pas encore arrivée à l'étranger. Vous avez déjà publié les bancs. C'est de l'imprudence parce que vous ne maîtrisez même pas encore son caractère et son comportement. Demain, vous enverrez une histoire pour dire ici, j'ai fait venir une fille du Cameroun, je l'ai épousée et depuis qu'elle est arrivée, elle ne regarde que mes biens, elle ne veut que mes biens parce que vous vous êtes précipité à épouser une femme que vous ne connaissiez pas. En réalité, parce qu'on vous dit, il est arrivé au Cameroun, il a rencontré une fille, il a flashé, ils ont flirté, demain il veut l'épouser. Alors, Charles, mais vous pensez qu'il y a les vrais arguments qui ne sont pas évoqués par la jeune fille ou c'est simplement le fait que son père soit très bavard et qu'elle dise non, ne l'informons pas, du moins maintenant? Cette fille ment. Absolument. Elle ment. Ne l'épouse pas. Dis à ton frère de ne pas l'épouser. Son père est un homme droit. Tout à fait. Il y a des vérités que ton futur, ton ex-futur beau-père connaît. C'est une fille qui joue avec les hommes. Sous les conseils de sa mère, c'est que pas d'abord ne refais tout et tout. Ton visage sort. Le reste, on peut dire au diable. Fais tout et tout, ton visage sort. Le reste, au diable. Elle a une maman qui est dangereuse comme une pie. Très dangereuse. Le plus grand bonheur d'un père, c'est de voir sa fille aller en mariage. On ne va pas en mariage pour cacher. On ne va pas en mariage la nuit et sortir dans la cour du voisin le matin. Pendant que vous discutez, le quartier déconne même déjà. Tu n'as pas de copine, tu n'en parles pas. Isabelle Caro, j'aime pas la sorcellerie. Mais est-ce qu'on ne dira pas... Ce gars va être malheureux dans son foyer. Est-ce qu'on ne dira pas qu'avec ce qui se passe... Ce gars va être malheureux dans son foyer. Pourquoi malheureux? Vous ne voyez Ils pas, sont très amoureux. Vous ne voyez pas, il est même envoûté. Non, Charles. Oui. Non. Je dis il est envoûté. Non, Charles, vous n'allez pas... Vous allez publier les bancs avec une fille comme vous n'avez même rien fait, vous n'avez pas causé avec son père. C'est que sorcellerie ça. Il n'a même pas fait le bon avec cette fille un jour. Un jour. Je vais vous dire comment les filles fonctionnent. Quand la fille rencontre un gars, surtout un benguiste, je parle là, elle nous regarde, on se regarde et on se connaît. Quand le gars envoie sa photo, elle prend la photo du gars pas imprimée. On fabrique une statuette vaudou. Oui. On fabrique une statuette vaudou. Elle va voir ceux qui sont spécialistes dans le mal, pas dans le bien. Ils travaillent sur la statuette. Ils travaillent sur le gars. Oui. Qui fait ce que je lui demande de faire? Il faut que je voyage, que dans sa tête, tout ce que je dis, il accepte. On pratique sur la statuette. Si ça rencontre un gars qui me voit toujours bien, que sa famille me voit bien, que sa famille, on fait tremper ça dans l'eau. Avec certains trucs, la fille se lave avec. Vous la voyez, vous voyez la Vierge Marie. Wow. Non, c'est la vérité. Donc, beaucoup de filles font son benguiste. Quand la fille traverse, elle a une semaine, que gars, chacun se cherche. Elle commence à avoir arrêté, elle dit que non, pas de sexe. Oh, je suis ceci, oh, je suis cela. Oh, tu entends séparation. Ne réfléchis pas, c'est des pratiquants. Elles sont championnes. Voilà une fille qui prend le devant sur tout. Le mariage, elle prend le devant. Sa mère prend le devant. Son père prend le devant. Tout. Elle est devant. Elle est au devant de tout.
Moi, je me dis même peut-être que le monsieur dont elle parle dedans, c'est mon père. Je crois qu'elle est avec son mari et puis elle cache... Ils sont en train de jouer un jeu. Le monsieur qu'elle présente comme étant son père, ça doit être son mari. Bon, Bengal. Oui. Et son Il n'y a père, pas mariage ici. Oui. Oui. Je veux dire qu'elle est mariée Elle ici. est mariée. Et maintenant, elle veut faire Mais autre ça s'appelle chose. ça, oui. Oui. on parle de monsieur. Et elle, je vous dis, Oui, Pamela. Son père, son Je Je père. vous vous dis, dis, oui, elle est mariée ici. Elle n'a pas de père. Ou bien son Elle père. est mariée ici. Elle sait qu'en allant voir son père, il ne soit pourra pas elle est en bébé. situation là aussi. conflictuelle avec son mari, elle a fui pour rentrer à la maison. Oui. T'acclame sur Facebook dans Et l'espoir elle sait que sa d'avoir mère va un couvrir, gibier. sa Et mère elle sait que sa mère va Va couvrir, couvrir. le père ne sera pas d'accord. C'est-à-dire quand le gars viendra voir le père va dire, écoute, la femme que tu prends là, sache que Non, elle est... de Oui, mon c'est parce que si une nous femme... vivons oui, oui, tellement oui, de choses oui, oui. aujourd'hui que... Mais si vous comptez le nombre de filles qui vont faire les charmes, qui demandent à faire les charmes sur les hommes, je dis si vous connaissez le nombre de femmes qui s'alignent par rapport aux petits frères qui sont en Europe et tout et consorts, vous n'allez pas faire. D'autres restent en Europe et passent la commande à leur mère ici. Que maman, il fait un genre. Il faut qu'on le dose un peu. On le dose un peu. Oui, c'est la mère qui a en train de dire, oh, ma fille souffre, le malade va se gâter. Il faut qu'on dose. Le gars compose. Les spécialistes du mal composent. On envoie. Le charme est un poison lent. Bon, Bengal, qu'est-ce que le jeune homme devrait faire aujourd'hui? Lui qui semble très amoureux, je ne sais pas sur quelle base est-ce qu'il a tissé cet amour. Parce que s'il va faire jusqu'à la publication des banques, ça veut dire que dans son cœur, il est très avancé aussi. Vraiment, il a hâte de voir cette fille à ses côtés, de pouvoir être avec elle, de pouvoir pleinement vivre cet amour-là. Et on se demande comment est-ce possible quand vous n'avez même pas encore rencontré les parents de cette fille. Vous ne savez même pas là où elle vient, vous ne savez rien d'elle pratiquement. On dit souvent, les fidèles chrétiens de ma fille, Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Ce garçon, il va se perdre s'il épouse cette fille. Il est même déjà perdu. Première chose, ils n'ont pas fait le Ngambi. Le Ngambi, c'est une théorie qui permet de se rapprocher le plus possible de la vérité inscrite dans l'univers. Donc, le Ngambi peut avoir vu, ou alors quelqu'un peut avoir vu, une compatibilité entre les deux. Mais le Ngambi, pour le mariage, va plus loin. Quels sont les problèmes que vous êtes susceptibles de rencontrer? Parce que l'équilibre dans le Ngambi, selon la théorie négro-africaine, c'est de baliser le terrain, d'arrondir les angles, de supporter les problèmes que vous allez rencontrer. Et ces problèmes sont généralement connus à 90%. On vous permet donc de les évacuer, y compris même le karma collectif. C'est-à-dire que si vous sortez d'une famille de guerriers, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il n'y a aucun Ngambi qui permette à ce garçon de faire la publication de banc, de perdre au gars la fille, de cacher à son père. Non, il n'y a pas eu de Ngambi. Il n'y en a pas eu. Et je suis sûr que la mère de ce garçon, en insistant sur le fait qu'il faut voir le père, il sait quelque chose. Il sait. Donc, un papa rigoureux et qui a d'ailleurs eu un comportement noble par rapport au mariage de la sœur aînée de celle-ci, c'est ce qu'on appelle comportement noble. Ça veut dire que moi, dont le médecin a prescrit par exemple, parce que je suis malade, de ne pas manger le sel, le piment, etc., je dois aller au mariage. À ce moment, je tape le dos de mon frère parce que toute la nourriture qu'on va me servir, je devrais manger. Mais comme je suis appelé à ne pas manger un type de nourriture, je lègue quelqu'un et c'est lui qui va parler. Et il sera donc prompt à... Même lorsqu'on est malade, on vous l'a dit plusieurs fois ici, on ajourne. On ajourne ces choses-là. Donc vous avez donc un papa qui se comporte comme ça, parce que le premier Ngambi, c'est le renseignement. Il veut être sûr qu'au moins, sur le plan physique de ce qui est visible de tout le monde, une harmonie se dégage. Tu dis que papa bavarde. Non, là, c'est pas normal. Mon fils, lui qui a donné, allez voir le père. Si vous voulez absolument que votre fils, votre frère épouse cette fille, allez voir le père.
Même si le visa sort, on peut reporter ces choses-là. On reporte. Déjà, ce serait une bonne chose que le visa sorte. Allez voir le père. Tu ne pourras plus, ton frère ne pourra plus supporter cette femme-là. Mais cette femme qui a ce type de comportement, qui coupe tout, elle n'a pas des arrières. Donc même son père qui pouvait venir au cas où il y a des difficultés d'intervenir, dit non, même s'il y a quoi, n'appelez jamais mon père, hein, c'est un bavard, non. Vraiment, dit qui chosifie son propre papa comme ça, non, elle ne peut pas. Elle ne peut pas être une femme, j'allais dire, accomplie dans son foyer. Toi-même. Qu'est-ce que le jeune homme devrait faire aujourd'hui? Descendre au Cameroun, aller chez la famille dans la famille de cette fille, s'en tenir à ce qu'elle dit, ou envoyer des membres de sa famille à lui, regarder ce qui se passe? Je vais vous répondre en utilisant un français académique. C'est ce qu'on vous appelle souvent imaginaire collectif. L'imaginaire collectif, c'est l'ensemble, c'est l'organisation de l'ensemble des représentations à travers lesquelles un peuple produit une unité significative qui lui permet de donner un sens à chaque chose dans sa singularité et à l'univers comme totalité organisée portant une intentionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dot nos ancêtres ont instituée, pour y arriver, on se connaît. C'est la maman qui te dit, ma fille là, elle parle trop. Hein. Ma fille, l'autre là, comme tu vois là, son ventre n'est pas le magasin. Mais vraiment, si tu t'en tiens à ce qu'elle va te dire, vous n'allez même pas faire 2 mois. Mais elle, c'est comme ça, laisse-la parler. Elle te dit, mon fils là, lui, quand il s'énerve, s'il a la matière, il va te couper. Donc, on échange les informations, y compris les informations cruciales, parce que vous êtes, les 2 familles sont appelées à vous mettre ensemble. Quand vous voulez donc quitter de là, vous allez vous lancer dans l'absurdité, le règne de l'absurdité collective. Et là, c'est tout venant, on peut justifier n'importe quoi. Non, malheureusement. Donc, qu'il laisse tomber. Qu'il laisse tomber. Mon fils, que ton frère ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. J'imagine comment c'est pas une femme de mariage. Non, c'est pas une bonne très difficile pour elle, parce que si elle accepte qu'on fasse la publication de on est en train de faire ses papiers et tout, ça veut dire que elle-même a brûle d'envie de, je ne sais pas si c'est de rejoindre son mari ou c'est de rejoindre le pays en question. Rejoindre le pays. C'est de rejoindre le pays, elle veut fuir. Elle veut fuir. Le gars veut l'aider, qu'il l'aide, mais qu'il ne l'épouse pas. Non, qu'il ne dépense rien. Qui fait monter sa maman, ses soeurs, ses nièces. Fais monter les membres de ta famille. Laisse. Une femme n'ont pas fait l'ongabi. Et beaucoup d'hommes oublient ça. Le jour que tu tombes, la famille de ta femme que tu as aidée ne va pas t'aider. Ce sont tes frères. Qu'on peut dire comme ça, mais... Je crois qu'en couple, l'entraide, c'est hyper important. N'hésitez pas à aider votre partenaire, peu importe la... Je n'ai pas dit le contraire. Oui. J'ai spécifié. Oui. N'hésitez pas à aider, c'est toujours important. N'hésitez pas à partager dans tous les cas. Ou alors, nous d'ailleurs, on partage avec vous ce matin encore cette autre colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des données scientifiques dans l'élaboration des programmes de développement dans ce pays. Quelle est l'utilisation réservée aux résultats de la recherche dans l'action publique dans ce pays? À quoi servent les financements des recherches dans ce pays depuis 1984 si les résultats des dites recherches n'ont jamais abouti, mieux, sont difficilement présentés? Quelle est la nature et la perception du savoir scientifique dans ce pays? Ce savoir est-il contemplatif ou opérationnel? Ceux qui sont censés l'utiliser pour leur action et décision, en ont-ils une vision ou une conception quelconque? Pourtant, l'on sait que l'utilisation du savoir par la prise en compte
des résultats de la science ou de la recherche scientifique est une préoccupation de la communauté scientifique dont témoigne une dynamique internationale exprimée notamment par la conférence mondiale de l'UNESCO sur la science qui s'est tenue à Budapest, en Hongrie. Ces derniers mois, ces dernières années au Cameroun, on a eu de nouvelles découvertes scientifiques. Non pas sous financement de l'argent public, mais c'est des individus qui, chacun, dans son génie créateur, a réussi à proposer quelque chose d'assez important. On a eu un qui nous a fabriqué un bateau-mouche. On a l'autre qui nous a fabriqué un cardiopathe. On a un autre qui nous a fabriqué une voiture. Tellement de choses. À telle enseigne que certains professeurs d'université ont posé la question de savoir, a-t-on seulement un ministère de la recherche scientifique? Question. Au Cameroun, la recherche scientifique a une histoire administrative qui remonte à plus de 50 ans. En 1935, pour la première fois, il est officiellement question de recherche scientifique avec la création de la Société d'études du Cameroun. On l'appelait SECAM. À quel niveau des processus de cette action ou de décision conviendrait-il d'organiser des interactions entre le savoir scientifique et l'action publique, partant du principe que depuis 1935, la somme des recherches effectuées sont coordonnées et financées par des organismes extérieurs. Qu'est devenu le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique, tenu pour la dernière fois en 1982, soit plus de 30 ans, malgré la création au Cameroun de 6 universités d'État et un peu plus aujourd'hui, plusieurs universités privées et d'importantes écoles de formation de niveau supérieur. En 1984, le ministre de la Recherche scientifique et technique déclarait au nom du gouvernement que les compétences scientifiques nationales seraient désormais mobilisées et judicieusement mises à contribution pour le développement de la nation. 1986, le chef de l'État reçoit le tout premier scientifique parce qu'ils avaient mis sur pied un concept, des projets pour faire éclore dans tous les domaines au Cameroun la recherche scientifique. Rendu à plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui, aucune donnée n'est mentionnée quelque part, aucune donnée n'est enregistrée quelque part. Tous ceux qui ont eu un génie créateur n'ont été que reçus par les hautes sphères de ce pays, reçus des félicitations, une petite enveloppe et c'est terminé. Le Cameroun couvre 76 institutions publiques, privées, gouvernementales et non gouvernementales, 35 institutions de recherche, dont 10 universités, 26 institutions qui financent ou commandent des études, organismes publics camerounais, organisations internationales, organismes de coopération bilatérale, ONG, 13 ministères sectoriels où s'élabore l'action publique nationale. Quel sort réserve-t-il chacun à la science? Comment comprendre que la recherche de solutions aux questions nationales est majoritairement financée par l'étranger ou la coopération internationale qui définit les angles de traitement et oriente les conclusions? Situation qui soulève la question des destinataires réels, des résultats des études, ainsi financés. Comment comprendre que les pouvoirs publics ne prennent pas assez en compte les données scientifiques lors de l'élaboration de programmes de développement? MINJEN, PME, ministère des petites et moyennes entreprises, ils se basent sur quoi dans leur déploiement sur le terrain? Comment donc comprendre le jeu trouble des pouvoirs publics qui créent certaines institutions auxquelles ils assignent des missions scientifiques exigeantes et qui, de manière sournoise, expriment la méfiance à l'égard des résultats de la recherche dont le tort semble éclairer certaines zones d'ombre de la vie et de l'action publique. Pour aller réaliser un test d'ADN, c'est environ 300 millions
à 400 millions. Mais la machine qui permet de réaliser ces tests d'ADN à volonté, elle coûte moins cher. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une citation du professeur Boni. Pourquoi ne pas développer cette technologie au Cameroun? Allez savoir. Est-ce que c'est parce qu'il manque de personnes pour cette conception? Autre question. Ce qui est sûr, le Covid-19 nous a assez renseigné et je peux vous assurer que les défis restent non plus ceux du Cameroun, mais ceux de l'étranger. Le cardiopathe se porte bien, non pas au Cameroun, parce qu'il est réalisé par un Camerounais, mais il est utilisé partout en Europe. Était-ce un financement camerounais? Non. Pourquoi le Cameroun n'a-t-il pas bénéficié? Question. Des questions qui trouveront certainement des réponses au cours de ce développement après cette colère rendue par vous, Charlemagne. Alors, bon, Bengan, est-ce qu'on devrait, en 2023, arriver encore à ce stade-là, utiliser ce type d'expression de parlant de cette négligence des données scientifiques dans l'élaboration des programmes de développement au Cameroun? Comment... Je vous dirais non. En 2023, on ne devait plus être à ce niveau. Parce qu'en 2023, nous sommes pratiquement à 2 ans de 40 millions d'habitants. Ouais. Le 6 novembre 1982, la feuille de route qu'avait transmise le président Amadou Ahidjo au président Paul Biya lui avait établi, il y était mentionné des données statistiques qui nous amenaient à 40 millions de population au Cameroun en 2025. Et il lui avait dit qu'il a fait ça sur la base du taux d'augmentation de la population qui était de 2,3% par rapport au recensement général de la population de 1976 où on était à 7,6 millions d'habitants. Et que ce taux devait accroître à 3% en 1985 et à 3,5% en 2000. Et on devait être donc à l'an 2000 à 16 millions et à l'an 2025 à 40 millions d'habitants. Il avait dit à l'époque que pour harmoniser le développement, il lui avait transmis une carte administrative. À l'époque, on parlait encore des districts, ainsi de suite, que ces districts devaient être transformés en arrondissements pleins. Il lui avait transmis une carte et le calendrier agricole, parce que pour lui, le Cameroun demeurerait un pays agricole et l'action première devait être la transformation des produits agricoles en produits manufacturés, en maintenant les jeunes dans les villages, donc en contenant l'exode rural. Il y avait par exemple, ce qui me revient à l'esprit, que dans le Mbouy et le Ndonga Mantoum, il y avait déjà, je pense, 42 000 hectares de terrain qui étaient déjà concédés pour faire des projets de développement. Il lui avait laissé une carte scolaire. À l'époque, il y avait des lycées classiques dans les chefs-lieux de département qui commençaient en classe de seconde. Et on se convergeait, sauf les 2 grandes métropoles, Douala et Yaoundé. Il lui disait également que pour le bilinguisme, toi-même tu avais inauguré le lycée bilingue d'application de Yaoundé en 1979. Le bilinguisme devait être assis. Et maintenant, sur le plan sanitaire, justement, il avait laissé et qu'on appelle Institute of Medical Research and Medicinal Plant Studies, donc l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales. C'est à côté du ministère de la Recherche actuellement. Et c'est pour ça que Charles Hamel a raison de poser la question. Existe-t-il la recherche au Cameroun? Il y en a plein. Ou alors, comment la recherche au Cameroun reste confidentielle? Le problème était donc de rapprocher l'université des structures financières, notamment les banques et assurances. Il y a 2 ans, une étudiante de l'université de Douala a fait des découvertes merveilleuses de lutte contre le paludisme. Mais même dans son université, à Douala, on ne le sait pas. Et le paludisme tue. Déjà, la mère a parlé de cardiopathe, je ne suis pas contre, mais elle est là. Elle enseigne, malheureusement. On ne sait pas. Donc, en fait,
votre question, on ne devait pas en être là, mais malheureusement, on est en train de nous dire que les Camerounais cherchez, mais vos recherches ne servent à rien. Est-ce qu'un pays peut... Comment pourra-t-on se développer si on ne veut pas pousser un peu plus loin la recherche, si on ne veut pas exploiter même ces personnes qui se proposent, qui se singularisent des autres, qui mènent ces différentes recherches-là, ces personnes qu'on devait exploiter comme il se doit? On ne peut pas se développer si on ne le fait pas. Le blocus, à votre avis, le blocus part d'où? C'est une volonté politique. La restructuration du secteur bancaire en 1990, nous autres et certains, ils en parlaient. Pour le moment, je ne parle que d'un qui est peut-être très connu, c'est Lester Monga. Comment au Cameroun aujourd'hui il n'y a pas de banque d'affaires, ce qu'on appelle banque d'investissement? Vous voulez vous lancer dans un projet d'investissement sur 2, 3, 4, moins de 10 ans, il n'y a personne qui peut vous financer. Mais vous avez entendu hier, il y a les banques qui sont tombées en banqueroute aux États-Unis. Qui sont les banques privées? Mais l'État intervient en disant que nous ne pouvons pas admettre ça, nous ne pouvons pas accepter. On vient en aide, on vous épaule pour que le secteur financier soit fort. Moi, j'ai un de mes fils, il est quitté ici à l'université de Yaoundé 1. Il allait préparer un doctorat en biologie en France. 2 ans après, son papa part nous rencontrer. Il dit, dans sa chambre, il ne trouve que les livres d'économie et d'informatique. Il dit, mais tu as changé de filière, tu ne m'as pas dit. Moi, je n'ai pas l'argent. Il dit qu'il rit. Parce qu'il avait d'abord dit, mais pourquoi l'enfant là ne demande pas, c'est quoi ce que je dis? Il me dit, non, bon, c'est ton fils là, avec toi qu'il parle souvent. J'ai dit, non, papa. Et comment je fais Longambi? Longambi me dit qu'elle n'est pas entrée dans les mauvais troubles. Bon, je reste tranquille. Quand son papa arrive, il dit, non, papa, arrivé ici, il savait que j'ai fait un petit test là. Moi, je pensais, c'était vraiment comme ça, en informatique. Et on m'a recruté. Et c'est pour ça que j'ai changé de filière. Je ne fais plus la biologie. Je suis maintenant dans le domaine informatique où on nous demande d'étudier comment les banques vont fonctionner dans 25 ans en France, avec ce qu'ils appellent là-bas l'impôt de la fortune. Vous savez que là-bas, il y a l'impôt sur la fortune et oui. tout. Donc, on finance les études d'un enfant pour aider la banque à réfléchir quelle sera la fortune en France dans 25 ans. On te paye pour ça. On fait les études et après, on te recrute. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, lorsque le président américain prend cette décision, parce que justement, il y a des chercheurs. Ici aussi, il y en a. On a créé des banques ici pour financer l'agriculture, on les a fermées. On a bouffé l'argent, on a perdu. Et entre-temps, voilà, maintenant, on vous demande d'aller dans les coopératives, faites ceci. Ce n'est pas possible. Comme il n'y a pas de point de stagnation où on progresse, où on régresse, le Cameroun a pris l'engagement de régresser. Et maintenant, nous sommes au creux de la vague. Alors, Pamela Fomen, si aujourd'hui on arrive là, c'est parce que les personnes qui sont censées gérer ces données scientifiques-là, à un moment donné, ont failli à leurs obligations. Et là, c'est quand même connu de tous. C'est connu, mais on choisit de rester dans l'indifférence. On préfère s'approprier du silence, ne rien dire. Et entre-temps, c'est le pays tout entier qui croule quand on parle de développement ou encore de recherche aujourd'hui au pays. Tout simplement parce qu'on vit dans l'impunité, c'est tout. Si vous ne faites pas ce qu'on vous a demandé, forcément, vous serez soumis à une sanction. Maintenant, ces jeunes qui viennent avec des projets, si on ne fait pas confiance à la jeunesse camerounaise, on est d'accord qu'on ne va jamais accepter un projet. Maintenant, hier encore, on en parlait de ce cas à l'hôpital régional de Konsamba où un enfant a été calciné dans une couveuse. Oui. Pourtant, on nous a dit dans les différentes thèses que les jeunes proposent. Aujourd'hui, il y en a plein de projets que les jeunes proposent, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan de l'agriculture. Du moins, il y a toujours quelque chose à faire que la jeunesse dit que ici nous pouvons faire. Mais si cette jeunesse n'est pas accompagnée, si cette jeunesse n'a pas le soutien de l'État ou bien de la personne en charge, parce qu'en réalité, cette jeunesse-là apprend cela dans les écoles qui fonctionnent aujourd'hui avec l'autorisation des homologues de Madame la ministre de l'Enseignement, de la Recherche scientifique. Donc, ça veut dire que si ces écoles ont une autorisation de fonctionner et que ces enfants ou alors ces jeunesses sortent de cette école et ne peuvent pas implémenter ce qu'elle a appris,
ça ne sert à rien. Il y en a plein de projets, même en termes d'électricité, pour atténuer les coupures électriques, il y en a des projets pareils, mais qui passent inaperçus, et on reviendra toujours pour en parler de cela. Pourtant, si on avait donné cette chance à la jeunesse, je dis que d'accord, on peut vous faire confiance, qu'est-ce que vous avez besoin, on met ça à leur disposition. Je pense qu'on serait sorti d'une manière ou d'une autre de ce problème. Alors, c'est possible aujourd'hui, Dominique Audrey, de pouvoir ne plus parler de ça, de pouvoir rendre un peu plus reluisant ce secteur-là. On a quand même tout un ministère, on a quand même des fonds qui soient des questions, on a de l'argent qui tourne, on a des personnes qui sont tout autour, mais les résultats escomptés à la fin ne sont pas au rendez-vous. Les résultats escomptés pour la population, mais à côté de ça, il y a des jeunes qui produisent des résultats à la chaîne. Lorsque vous parcourez certains articles en disant quelles sont, par exemple, les dernières inventions de jeunes Camerounais et tout, on va vous en présenter à la chaîne et on va vous dire la France a présenté la trouvaille de tel Camerounais, la Chine a présenté l'invention de tel Camerounais, parce que malheureusement ici, personne n'est disposé à pouvoir accepter les résultats de ces recherches-là. La recherche scientifique de base est censée produire de nouvelles connaissances. Donc chaque jour, on doit avoir des gens, comme on voit dans des films, hein. Quand on regarde les films américains, vraiment, on sait qu'il y a des chercheurs, il y a des laboratoires là-bas, vous allez trouver là-bas. Je suis désolée. Mais en principe, c'est comme ça qu'on apprend que la science voudrait qu'on ait des gens qui du matin jusqu'au matin soient en train d'étudier comment les nouvelles greffes qu'on peut faire, les nouvelles inventions. Chaque jour, il y a des gens qui travaillent à créer, à trouver quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que la recherche scientifique aujourd'hui aurait dû nous apporter un certain nombre de réponses aux problèmes existentiels qu'on rencontre dans notre société. Regardez par exemple comment est-ce qu'on a géré la situation à coronavirus. C'est chacun qui sortait de son côté en disant moi j'ai pu avoir tel produit, j'ai pu travailler sur tel produit. Malheureusement, la recherche scientifique aujourd'hui en majorité se fait sous financement privé. Alors donc, elle a montré ses limites à cette période bien précise. Oui, c'est là que tout a été exposé. Du moins, c'est là que tout a été vu en grandeur nature. Regardez quelle a été l'attitude du ministre du gouvernement lorsque Monseigneur Cléda a dit, moi j'ai eu gratuitement, aidez-moi seulement des noms. Madame Madeleine Tuente, qui doit encadrer toutes ces recherches, c'est là où elle fait les commandes, dit que non, j'ai fabriqué les flavoquines, j'ai fabriqué ceci. Vous voyez, regardez comment ça a été. Maintenant, il se trouve que apparemment, les fabricants se mettent déjà qu'on commande en Inde, on commande ceci. Alors que techniquement, ils auraient pu dire, mais Monseigneur Cléda, comme vous avez mis votre rosaire là à côté, vous dites que vous devez, bon, c'est même quoi cette histoire? C'est quoi le cheminement? On s'approprie de la matière. Il vient là, on devait voir Madeleine Tuente ici, Manaouda Mandachi ici, et même le ministère d'État, secrétaire général, la présidente de la République, qui est c'était le big boss de ces tax, comment on appelait même ça, tax force. Dit que, voilà, peut-être nous, nos protocoles ont déjà que non, bon, toi, tu es marabout, on ne prend pas pour toi. Donc, au moins, Cléda, Monseigneur Cléda aurait pu dire, voici. Les chercheurs de Madeleine Tuente auraient donc pris note, ils viennent avec Cléda dans des laboratoires, on voit les mélanges, on extrait des trucs détectives, les conservations, ainsi de suite. Voilà comment le Cameroun allait en profiter et dire que nous aussi, on a fabriqué quelque chose. C'est un rêve. Est-ce que vous racontez, on a l'impression que ça se passe uniquement dans la tête. C'est la logique. Et la réalité ne se fait pas. Charles Hamel, où est-ce qu'il faut puiser des solutions aujourd'hui pour pouvoir se refaire, pour pouvoir renaître, pour pouvoir tenir sur ses jambes? Parce que si on a de la peine avec ce type de données scientifiques qui sont importantes... Il faut déjà bagarrer pour devenir souverain. Ouais. De 1950 à 1965, la recherche était essentiellement agricole. Jusqu'à aujourd'hui même. Suivez tout ce qu'on nous fournit à longueur de journée.
Recherche portant sur l'amélioration des plants, protection des cultures, amélioration des systèmes agricoles. Le ministre bananier, il y a même un projet bananier plantain. Le ministre de la Recherche scientifique s'est rendu à Econa pour l'expérimentation. Elle va s'arrêter en Djombe, au Kama. Après, ce n'est que l'agriculture. Oui. Jusqu'en 1965. Voilà là où on a orienté la recherche au Cameroun. 1965, on a des sociologues camerounais qui disent mais non, on ne peut pas construire une société comme celle-ci, on est un jeune État, il faut qu'on commence à penser. Les livres sortent, les gars écrivent. 1970, c'est un décret. On ferme le département de sociologie et de philosophie de l'université Yaoundé. Oui. Vous mêlez trop de questions sociales au Cameroun. Taisez-vous. Ça, les gens ne savent pas. En 1970, on a fermé le département de sociologie et de philosophie de l'université. Parce qu'on estime qu'on n'est pas à la hauteur, on n'est pas suffisamment ouvert pour comprendre de telles notions. Mais vous pensez qu'on a fermé sous l'impulsion de qui? 1990-1996, les seuls programmes de recherche poursuivis sont ceux qui sont financés par des programmes étrangers. Vous voyez, il arrive à l'université, dès qu'il arrête sa thèse ou sa recherche, on ne sait comment, il bénéficie d'une bourse. Il va aller poursuivre ses études en France, il va les poursuivre, il finit, on le recrute. Direct. Il ne rentre pas avec ses données, mais oui. Il est à Armstrong. Il ne rentre pas avec ses données. On les sort, on le vide. La première recherche sur le quinquilibre, c'était fait par des Camerounais qui ont fait ce travail sur le quinquilibre. Les maladies que le quinquilibre soigne et tout. Après, c'est un blanc français qui est arrivé, il a découvert, il a fait un prélèvement, il est rentré fait, puis il a dit, oh, on peut faire de bons produits avec le quinquilibre, on peut faire des comprimés. On a dit à la France, Seigneur, Sauveur, alors que c'était des Camerounais. Mais est-ce que c'est le Cameroun qui avait financé? Non. Bon, on a dit, c'est moi qui te donne l'argent par rapport au pont, et c'est moi qui définis ce que tu fais. Je vous dis, les contributions importantes viennent de la Banque mondiale, principalement sous forme de prêts. Pour les recherches, la Banque mondiale. Fondée à la coopération de la Caisse centrale de coopération économique, du British Overseas Development Administration, de l'Union européenne, de la Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, de l'USAID, des aides qui sont apportées pour le renforcement des équipes de recherche. Ça vient de l'extérieur à 90%. Alors on dit que les pygmées ont une plante qu'on appelle le teca. C'est une écorce qu'on appelle le teca. Cette écorce, lorsque vous coupez, vous faites bouillir. Vous faites bouillir un peu, hein, ça ne dépasse pas ça, l'équivalent de cette dimension. Cet écartement. Oui, cet écartement. Vous faites bouillir. La femme qui vient d'accoucher, elle va allaiter 24 sur 24. Non, 24, je dis ça, elle va rester, ça va couler. 24 sur 24. Wow. Toutes les femmes se les on dit, ah non, comment est-ce qu'on peut prendre ça? On synthétise, on sort transforme. quelque chose, ça s'appelle le galactose, on appelle le galactogène, on appelle le tout. Ils viennent prélever, mais ne pouvant pas avoir accès. On cherche un pygmée baka qui est à l'université, qui est sous l'encadrement d'un bon bokeh qui brille. On dit non, vraiment, on a un financement là par rapport à telle recherche. Est-ce que tu peux aller faire? On prend tout en charge, on prend ton équipement, ton hébergement, ta nutrition. Tu descends, tu peux faire. C'est toi qui discutes, tu causes même le macara, tu causes avec les gars, on te dit, tu rates, tu sais. Donc non, ce n'est pas ici. Tu vas venir présenter à Nairobi devant un jury composé des éminents professeurs parce que tu es science. Tu arrives en disant à ta famille, papa, je suis intelligent, les blancs m'ont reconnu. On va, tu présentes. Alors qu'on veut que tu expliques, toutes les caméras sont sur toi. Tu t'élèves tes yeux, tu expliques, tu détailles les potions, les superficies. Quand tu finis, on te dit que merci. On te donne ce qu'on a te donné. Demain, tu vois le produit sur le marché. Les femmes, non, les lèvres ne coulent pas. Voici le médicament. On récupère, on vous fait boire. Vous achetez donc l'équivalent de 25 grammes à 30 000. Alors que l'écorce, chez les macas, l'écorce là, chez les macas, coûte moins. Alors qu'au pays, nous avons des médecins traditionnels qui peuvent synthétiser déjà et vous mettre ça en gélule. Mais même en différents grammages. Donc, il faut décoloniser la recherche. Il faut décoloniser la recherche.
À l'université de Bandjoun, le professeur, je parle, il est vivant, le professeur, Fameux Ndongo avait fait une descente là-bas lorsqu'il fallait, je ne sais pas quelle promotion sortait. Les étudiants l'ont invité à découvrir un mini-système de chemin de fer. Point par point, pour desservir les zones éloignées sur un tracé bien précis. Ils sont partis avec la carte de Yaoundé, où on dit voici telle zone libre à Yaoundé en termes de carte. Aucune route ne passe ici, on peut desservir tel quartier à tel quartier. En termes de financement, ça peut nous coûter tant. Sur 10 ans, on peut réaliser, partons sur le principe et un montant de temps. Il leur a donné rendez-vous à Yaoundé. Il les a reçus. On a filmé. On a mis dans le journal du ministère. On a filmé, on a mis dans le journal Action. Et puis on s'arrête là, quoi. On ne cherche pas à aller un peu plus loin. Je ne sais pas si c'est simplement la pure et simple distraction ou si on est bien conscient du gouffre dans lequel on ne cesse de jour en jour de pouvoir s'engouffrer, d'aller jusqu'au fond. C'est dommage, mais c'est le pays. No mañana le maño pano.